La logique d'Aristote, tome 1er, préface aux catégories, traduction et présentation par Barthélemy Saint-Hilaire. Préface suite. Quelle est donc la nature de la logique ? Répondons sans hésiter que la logique est une science, et que le propre de toute science, ainsi que l'enseigne Aristote, est de nous faire connaître les choses qui sont, comme le propre de l'art est de montrer à produire les choses. La science n'est qu'une histoire, elle observe les faits, elle les classe, les systématise, en étudie les conséquences et les lois générales. Mais elle ne nous apprend pas à rien créer par les facultés que nous a données la nature. Elle ne s'adresse en nous qu'à cette partie de notre intelligence qui nous met en relation avec le vrai. Elle ne s'adresse qu'à l'entendement et ne prétend nous mener qu'à la connaissance, à la contemplation et, pour parler grec, à la théorie. Sa fonction n'est que celle-là, bien haute, bien précieuse, mais sans autre utilité que celle de savoir, et par cela même si souvent reléguée dans le domaine des chimères et des impossibilités. L'art, au contraire, poursuit un but moins élevé, beaucoup plus accessible au vulgaire, mieux compris de lui, et qu'il prend volontiers pour le seul que l'intelligence doive se proposer, le seul même qu'elle puisse atteindre. L'art nous apprend à mettre en œuvre cette activité causatrice qui est en nous et dont l'exercice est pour l'homme le penchant le plus naturel et la jouissance la plus vive. Il nous montre à faire, à créer quelque chose de notre propre fond. L'habitude vient fortifier les leçons qu'il nous donne, et pour peu que la nature soit souple et vigoureuse, l'art a bientôt des habiles. La mission de l'art est toute pratique, il s'inquiète peu d'où il tire ses éléments, il les emploie sans les approfondir, souvent même sans les connaître. Ce qui le préoccupe, c'est de faire et de bien faire. Savoir ne lui importe que dans la mesure très restreinte souvent où toute action de l'intelligence exige que l'on sache. Le vrai lui est à peu près indifférent, il ne songe qu'au réel. À ce titre, l'art paraît bien éloigné de la science, et pourtant il ne l'est pas. Par la constitution même de la nature humaine, la théorie et la pratique se tiennent aussi intimement que l'âme et le corps, unis quoique parfaitement distincts, séparés jusqu'à certains points, puisqu'il a été donné à l'âme de se réfugier en elle seule et de se réduire en éliminant le corps dont elle ne peut se détacher à la pensée qu'il a fait ce qu'elle est. Il n'y a point d'art qui ne relève d'une science, source de ses principes, antérieure à toutes ses applications, et qui les dirige à son insu, comme l'âme dirige le corps qui ne la connaît pas. Mais de même que l'âme peut s'abstraire du corps auquel elle est jointe, la science peut aussi se préserver de tout contact avec l'art qui découle d'elle. La peine est grande de part et d'autre, et ce n'est pas sans péril qu'on tente un isolement que la nature permet, sans doute, mais qu'elle ne fait point. La science n'est que selon l'homme tout seul, l'art est bien plus selon la nature, et c'est là ce qui donne à la science une supériorité que l'art ne peut revendiquer pour lui. Des logiciens de nos jours, même les plus instruits et les plus graves, ont traité cette question avec une légèreté qu'elle ne mérite pas. La logique est-elle une science ? Est-elle un art ? Vain débat selon eux, simple affaire de définition, dispute de mots. Il n'y a point d'art qui ne soit une science, point de science qui ne soit un art, et fixer ici des limites est un soin aussi peu utile qu'il est embarrassant. De quelque autorité que cette opinion s'appuie, on ne peut l'admettre. La question est l'une des plus importantes qu'on puisse agiter en ces matières. Si la logique est une science, on ne lui demandera que ce qu'une science peut donner, et si elle le donne, son devoir sera rempli. La logique sera justifiée aux yeux du sens commun, comme aux yeux de la philosophie. Elle tiendra dans le domaine de l'intelligence sa juste place et lui rendra tous les services qu'on est en droit d'attendre d'elle. Si la logique est un art au contraire et qu'on lui demande plus qu'elle ne peut donner, la logique alors sort de ses voies, se méconnaît elle-même et poursuit des résultats tout à fait inaccessibles à ses efforts. Mêler les juridictions est un tort dans la pratique légale. Ce n'en est point un moindre dans le domaine de la pensée. Fixer les limites des sciences est tout aussi difficile que de fixer les frontières des États. Et les esprits, malgré ce qu'ont pu dire les penseurs de Port-Royal, ne souffrent pas moins que les peuples de la confusion et des conflits.
Au point de vue de la philosophie, il y a de très fâcheux inconvénients à mêler l'art et la science, parce que les règles de l'un ne sont pas du tout les règles de l'autre. Au point de vue du sens commun, il y en a bien plus encore, et c'est parce que la logique ne rendait pas au vulgaire ce qu'on exigeait d'elle injustement qu'elle est tombée, non pas seulement dans l'abandon, mais dans le mépris. C'est donc tout autre chose qu'un intérêt verbal qui s'agite ici. Il y va d'une partie considérable de la philosophie d'abord, de la science humaine, de l'intelligence même. Il est vrai qu'en équivoquant sur les mots d'art et de science, on peut résoudre la question par une fin de non-recevoir très facile. Mais la question tranchée en apparence n'en demeure pas moins au fond la même, et il reste toujours à savoir précisément ce que la logique peut faire pour la direction des esprits et jusqu'où doit s'étendre l'espérance légitime que nous pouvons fonder sur elle. Le sens commun s'étonnera toujours que la logique ne mène pas infailliblement à la vérité. La logique, s'ignorant elle-même, le lui promettra quelquefois et ne tiendra pas des promesses qu'elle n'aurait point dû faire. Ces exigences d'une part, cette vaine condescendance de l'autre, sont-elles sans danger ? Non, sans doute. Et la question vaut parfaitement la peine qu'on s'y arrête et qu'on l'approfondisse. Les logiciens anciens ne s'y sont pas trompés. Il n'y a pas un commentateur grec ou arabe, il n'y a pas un scolastique qui n'y ait donné la plus sérieuse attention. Ceci devait suffire pour attirer les critiques modernes. Un litige tant de fois renouvelé et qui se renouvelle toutes les fois qu'on touche à la logique a nécessairement de l'importance. Il est du devoir d'un logicien qui tient à ne pas compromettre la science de le vider dès ses premiers pas. Aussi, presque tous l'ont fait et tous ont eu raison de le faire, bien qu'ils soient loin d'y avoir réussi. On peut signaler comme une chose singulière, et Ramu ainsi qu'Omer Talon, son éditeur, l'ont déjà remarqué, que le père de la logique, l'auteur de l'Organon, soit le seul à peu près qui n'ait pas touché ce point de discussion. Il n'a nulle part défini la logique dans les ouvrages qui nous sont parvenus, négligeant cette question spéciale, du moins sous la forme où elle a été plus tard si souvent débattue. Preuve nouvelle, dira-t-on, si cette question était si grave, Aristote ne l'aurait pas omise. Mais cette objection n'est que spécieuse. Aristote a beaucoup mieux fait que de définir la logique, que de vouloir déterminer son étendue par les limites toujours contestables d'une définition. Il a marqué ces limites d'une manière éternelle par les ouvrages qu'il nous a laissés. Une définition, quelle qu'en eusse été la justesse et la compréhension, n'aurait pas si bien fait. Aristote a beaucoup mieux fait que de définir la logique, que de vouloir déterminer son étendue par les limites toujours contestables d'une définition. Il a marqué ces limites d'une manière éternelle par les ouvrages qu'il nous a laissés. Aristote a tracé en caractère ineffaçable la nature et la circonscription de la logique, et ces caractères sont clairement écrits dans les catégories de Péri-Herménéas et les analytiques. Il a fait la part admirablement exacte de la science et de l'art, de la théorie et de la pratique. Il n'a pas, si l'on veut, épuisé complètement l'une et l'autre, mais il les a si nettement distingués qu'il n'est presque plus possible de les confondre. La dialectique et la sophistique appartiennent à l'art, loyal ou frauduleux, de même que les 4 traités qui précèdent appartiennent exclusivement à la science. Si donc Aristote n'a pas défini la logique, comme les progrès de l'analyse ont exigé plus tard que le fissent ses disciples, l'Organon, dans son vaste ensemble, avec les 2 domaines que l'auteur lui-même y sépare, n'est qu'une longue définition, irréfutable quand on sait la comprendre, et que les plus profondes investigations qui ont suivi n'ont pu que confirmer. Il ne faut donc pas dire avec M. Hamilton, juge d'ailleurs si compétent dans ces matières, que les notions inexactes qui ont régné et qui règnent encore sur la nature et le domaine de la logique doivent être principalement attribuées à l'exemple d'Aristote et à son autorité. Aristote n'a point inspiré ces erreurs. Une définition, s'il l'eût faite, ne les aurait pas prévenues. Ces ouvrages eux-mêmes, bien autrement décisifs qu'une simple définition, n'ont pu les empêcher. Voilà ce qu'il fallait dire. Mais qu'Aristote ne se soit mépris sur la nature de la logique au point de n'avoir fait que de la logique appliquée au lieu de logique pure,
C'est là très certainement une assertion exorbitante, elle sera réfutée plus loin. Ici d'ailleurs, il faut laisser de côté les discussions si longues, parfois si subtiles, quelquefois si profondes et si vraies, des commentateurs grecs, latins, arabes sur la nature de la logique. Qu'il suffise de conclure et de maintenir qu'elle est une science, qu'elle observe des faits, sans avoir plus à faire que de les bien observer, et que si elle descend à enseigner un art, c'est une sorte de hors-d'œuvre auquel elle n'est pas tenue et qui n'est pas sans danger pour elle.